Bienvenue sur notre podcast SEO After Party par la plateforme de backlinks Mixgarden. SEO After Party, ce sont des tips, des retours d'expérience, un moment convivial et surtout des invités de haut niveau. Pour le deuxième épisode, j'accueille Sylvain Perronnet, fondateur de Babar et de l'entreprise X-Labs. C'est grâce à lui que j'ai pu faire mon tout premier event SEO, mais aussi ma toute première conférence devant un public SEO. Salut Sylvain, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Salut Jackie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Tout à fait. Donc, je m'appelle Sylvain Perronnet. Je suis le patron de deux entreprises, X-Lab et Babar. J'ai une carrière universitaire qui est devenue une carrière d'entrepreneur dans le machine learning, le SEO, etc. Voilà, je fais de la formation, je fais des outils, je fais plein de choses. Avant de commencer, les Perronnet, c'est plus qu'une entreprise, c'est une famille. Peux-tu nous présenter les autres membres de ton équipe ? Alors, tout à fait. Alors, d'abord, donc, il y a deux équipes de fait qui se recoupent largement. Historiquement, donc, il y a une équipe qui est dans le cadre de la société qui s'appelle les X-Lab, alors, X-LABS. Il y a un I pour commencer le truc, c'est pas Oui. le X, la lettre, qui est là vraiment une histoire de famille. Donc, c'est une société, d'abord, l'actionnariat est très familial aussi, hein, il représente assez bien les employés. Et dans les employés, donc, il y a la fratrie Perronnet qui est composée de ma sœur Lucie, la plus jeune de la famille, mon frère Guillaume et moi-même. Et puis également de Thomas, qui est un ami que je connais depuis vraiment très très longtemps, puisque je l'ai connu, il était étudiant et moi enseignant. Et puis après, on a travaillé ensemble dans le cadre de sa thèse. Puis il m'a suivi à l'université où il est devenu enseignant-chercheur. Et puis il m'a suivi au X-Lab et il est associé dans la société. Et donc c'est effectivement, c'est vraiment une famille avec... on n'a pas toujours travaillé en famille, hein. Moi, j'ai commencé en 2014, j'étais complètement tout seul, même si Guillaume avait sa propre entreprise et qu'on travaillait ensemble pour la partie formation. Il m'a rejoint en 2016. 2016, qui est l'année où d'ailleurs Lucie nous a rejoint aussi. Elle était rédactrice indépendante et puis on a décidé de travailler ensemble pour monter en gamme dans le pôle édition et puis faire voilà, toutes les tâches du SEO un petit peu associées à la partie contenu. Et Thomas nous a rejoint aussi à ce moment-là pour travailler plus sur les prestations de machine learning, puisque c'était une grosse partie de notre activité à l'époque. Et puis à côté des X-Lab, il y a donc cette autre société Babar, où Guillaume et Thomas sont aussi, et puis il y a aussi trois autres personnes qui sont pour certains un ami de longue date, hein, ça fait plus de 15 ans, je pense, maintenant. Et puis d'autres personnes, dont par exemple quelqu'un que j'ai rencontré pendant ma thèse, qui est le co-dirigeant de la boîte. On enseignait ensemble. Ça a été mon premier collègue d'enseignement, techniquement, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière. Donc voilà, on est sur des, on va dire, des groupes qui se connaissent depuis très longtemps, en fait. Ce qui est peut-être le point clé, hein, plus que de dire que c'est familial, c'est de dire qu'on est des gens on se connaît avant de travailler vraiment ensemble dans les sociétés. Ce qui, quelque part... alors, ça facilite pas toujours les choses, mais disons que ça aide à connaître les qualités, mais aussi les défauts de chacun. Parce que, en fait, moi, je pense que bien travailler ensemble, c'est plus être capable d'accepter les défauts des autres que de mettre en avant leurs qualités, des fois même. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire parce qu'on se connaît très bien. Bien sûr, en famille, voilà, c'est évident, mais même dans des relations amicales ou professionnelles antérieures, en fait. Et ça, je pense que c'est très important. Et comment vous faites justement pour pas parler trop de travail tout le temps, puisque en famille, ça peut être un peu compliqué ? Ouais, on travaille quand même ensemble tout le temps et on discute beaucoup de travail, quoi qu'il arrive, d'autant que mes parents, qui sont pas salariés, ils sont à la retraite, hein, sont quand même impliqués aussi Ah oui. dans la vie de la société. Ma mère est ancienne comptable, elle nous aide beaucoup, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose où tout le monde est finalement partie prenante, hein, dans tout ça. Moi, j'ai tendance à trop parler du boulot quand on est en famille. Il y en a d'autres qui arrivent plus à faire la part des choses. Non, non, moi c'est Euh, pareil. voilà, ouais, ça m'étonne pas, ouais. Et donc, on essaye de faire en sorte des fois d'éviter complètement d'en parler, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout quand il y a des moments de grosse pression au boulot, hein, ça arrive. Quand c'est des moments plus cool et tout, ça va. Voilà, enfin, voilà, c'est un truc qui se fait un statu quo, et puis quand quelqu'un en parle trop, on lui dit, hein. Je veux dire, entre nous, on peut se dire les choses. Je veux dire, il y a des exemples même au-delà de la famille. Avec Thomas, tous les vendredis soirs, on fait assez souvent ce qu'on appelle le Champagne Friday. On parle un peu boulot, mais pas trop, c'est pas l'objectif, quoi. Et donc, voilà, on La essaye fameuse des fois photo du vendredi sur Instagram. Exactement, voilà. Et donc, on essaye de faire la part des choses, parce que sinon, ça tourne un peu en rond, quand même. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et
Est-ce qu'au sein de l'équipe, tout le monde décide un peu qui a le plus d'idées et comment vous fonctionnez concrètement? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, notamment sur la partie décision. Alors, de fait, je suis le patron, mais alors moi, j'essaye d'écouter tout le monde, mais il y a beaucoup de décisions qu'on prend de manière collégiale avec, une voix, une personne, même si, c'est pas forcément la réalité après des actions, dans la boîte, quoi. Mmh. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est familial et que ce qui compte, c'est d'abord le vivre ensemble pour nous. C'est que tout le monde réussisse à remplir ses objectifs de vie qui sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et puis, en plus, il y a un truc qui est dans une si petite structure, on peut pas travailler, malgré soi, en fait. Et donc il faut, être, volontaire pour tout. Et donc s'il y a des choses que personne ne veut faire, des clients avec qui personne ne veut travailler et cetera, bah, juste, voilà, on fait pas et il y a quelque part un mécanisme de veto qui est, si quelqu'un refuse absolument qu'on travaille avec telle ou telle personne ou sur tel ou tel sujet, et bah, juste on le fait pas. Après, il y a des décisions qui sont des fois plus complexes, et là, si on n'est pas tous d'accord, de fait, je vais arbitrer, très probablement, même s'il y a des espèces de pôles, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est formation, les gens, des fois, c'est marrant parce que les gens s'adressent à moi, mais le responsable de formation chez nous, c'est Guillaume, c'est pas moi. Voilà, Mmh. et donc c'est lui, qui in fine, va être, c'est lui qui s'y connaît le plus pour, toute la partie administrative de ça, qui va, mettre les choses en place au niveau du web et cetera, donc c'est plutôt lui. Si on est sur la partie, contenu, c'est Lucie, parce que c'est elle qui sait et cetera, si, il y a des problèmes liés au code, en particulier pour faire du machine learning, c'est Thomas. Enfin voilà, il y a des choses où finalement le plus compétent décide, quoi. Mmh. Donc toi, tu Voilà. chapeautes un peu le tout. Voilà, j'essaye. Pas toujours facile. Là, ils m'en font baver aussi. Et j'avais une question justement tout à l'heure quand tu disais que tu es passé du monde universitaire au monde entrepreneurial. Mmh. Comment s'est fait ce passage et est-ce que c'était un passage logique? Alors moi déjà j'ai un profil particulier. Après ma thèse, j'étais déjà allé monter une boîte, puis après, ça s'était pas super bien passé, j'étais reparti, à l'université et cetera. Quand je suis rentré à l'université définitivement, c'est-à-dire avec un poste de titulaire, j'ai eu une carrière qui a très, très bien démarré pour le coup, avec un très beau poste, sur les dernières années, à Caen, Oui. à la fac de Caen en tant que professeur alors moi je fais pas de reproches, j'ai pas d'amertume par rapport au milieu universitaire particulièrement, mais je pense qu'on peut dire que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a moins d'argent dans le milieu universitaire. Bien travailler est à mon avis devenu, moi je pense impossible en tout cas pour quelqu'un comme moi, donc j'ai choisi de partir à cause de ça principalement, parce que j'estimais que je n'avais pas les moyens de mettre en place ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc j'ai choisi de partir, donc c'est d'une certaine manière naturel par rapport au constat que je faisais. Est-ce que c'est naturel dans la vie des chercheurs? C'est plutôt rare de faire ce que j'ai fait. Mhm. Mais moi, je pensais que c'était la meilleure chose pour moi, donc moi, je me pose pas trop de questions, hein. Si je pense que quelque chose est bon à faire, je le fais sans trop discuter, donc je suis parti de l'université. Moi, en plus, je suis parti définitivement puisque, je ne fais plus du tout partie de la fonction publique. Il y a des gens qui sont dans des mécanismes où ils peuvent revenir et cetera. Moi, je ne peux plus revenir. Enfin, Il n'y a pas pour revenir, il de... faut que je Voilà, c'est refasse un point de non-retour, quoi. de zéro. Exactement. Et donc voilà, c'est une évolution qui pour moi s'est faite naturellement, et qui, si elle n'avait pas eu lieu à ce moment-là, aurait été faite plus tard, je pense. Tout à l'heure, tu parlais de vos formations, Mmh. qui sont quand même très reconnues dans le milieu. Ouais. J'en ai fait quelques-unes. Et c'est vrai que le SEO, à la base, c'est quand même beaucoup de gris-gris, de croyances, d'habitudes. Mmh. Et tes formations ont apporté, en fait, pour moi, de vraies réponses concrètes. Et comment vous vous êtes adapté pour cette année 2020 avec tout ce qui s'est passé? Oui, alors on a commencé par mal s'adapter, on va dire. Il y a eu vraiment une première partie, très, très difficile, au moment du mois de, mars-avril, quoi, Oui. grosso modo. En plus, moi, j'ai déménagé au mois de mars, donc c'était un déménagement difficile à cause de ça. Il y a eu le confinement. Dans l'équipe, il y en a qui ont des enfants, même beaucoup. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour se en tout cas, c'est un problème qu'on n'avait pas anticipé, donc il y a eu quelques semaines vraiment très difficiles, et on a décidé vraiment pour les formations en particulier, commencer à vraiment s'adapter, un peu plus tard. Moi, je pense plutôt vers le mois de mai ou juin. On a décidé à commencer, en fait, à faire ce qu'on n'avait jamais voulu faire, c'est-à-dire faire des formations vidéo. Et on a commencé le temps d'enregistrer, d'acheter du matériel pour le faire, parce qu'on n'avait pas le matériel et tout. On a commencé à enregistrer pendant l'été et je crois qu'on a sorti, début août, la première formation vidéo qui était la formation Cocon, qui a tout de suite, très, très bien marché. On a,
je pense 70, 80, peut-être 100 personnes qui l'ont suivi jusqu'ici. Maintenant, on fait les masterclass en live. En fait, maintenant, on a un studio d'enregistrement complet avec tout ce qu'il faut pour faire les choses bien, etc. Donc, on est vraiment maintenant, je pense, complètement paré pour ça. Mais ça a été très, très dur, en particulier pour la partie formation. Pour le reste, par contre, on n'a pas eu trop de soucis, à part qu'il y a des clients qu'on n'a pas eu pendant un certain temps parce qu'ils étaient en mode protection, on va dire. Mais pour le reste, on avait l'habitude de travailler à distance. Donc, il n'y a pas eu trop de soucis. Et c'est vraiment les formations qui ont été un gros problème, surtout que nous, on avait tout misé sur le fait d'avoir des très grands locaux pour faire des Oui. petites réunions sympas, voilà, etc. Et donc, ça a été compliqué jusqu'au bout des locaux qu'on va rendre, en fait, prochainement. Parce que ça n'a plus de sens, en fait, actuellement. Du coup, actuellement, vous allez garder donc un studio, vous allez faire probablement du télétravail, comme la plupart des gens. Comme, oui, oui, c'est-à-dire que là, depuis le mois de mars, on est 100% en télétravail et ça va rester probablement comme ça jusque quand, je ne sais pas, mais probablement assez longtemps, je pense. Oui. Et as-tu des nouvelles formations prévues pour 2021 ou même plus? T'as une exclue pour nous? Ah ouais, j'ai plein d'exclus toujours. Après, les gens qui nous écoutent et qui me connaissent vont rigoler parce qu'ils savent que les exclus arrivent tardivement entre l'annonce et le... Mais oui, on a beaucoup de nouvelles formations qui sont prévues. Alors déjà, il y a beaucoup de formations qui sont des formations qui sont connues mais qui n'étaient pas passées en mode vidéo, etc. Donc, par exemple, la fameuse formation Web Marketing Machine Learning, qui, moi, je pense, est pour le coup, une des formations les plus profitables pour les gens qui sont venus chez nous. Elle va être enregistrée et elle va être avec du code en R et en Python, ce qu'il n'y avait pas dans la version qu'on faisait en live parce que c'était compliqué Oui. en présentiel de faire coder les gens. Les formations audit vont revenir. Il va y avoir une formation netlinking qui sera probablement la prochaine à sortir. Netlinking avec Babar, mais bon, netlinking quand même. Ensuite, on va avoir une formation machine learning en Python qui va sortir. Voilà. Probablement d'autres, mais là j'ai plus d'idées comme C'est ça. déjà pas Mais mal. on a pas mal de formations qui sont prévues. Alors après, on enregistre les formations au fur et à mesure. Maintenant, on a un bon process, on le fait assez vite, mais bon, c'est quand même beaucoup de travail de préparer une formation. Ouais. Donc nous, et ce qu'on veut, c'est qu'elle soit le plus qualitative possible, naturellement, donc ça prend un peu de temps. Après, tu vois, là, aujourd'hui, c'est au moment où on enregistre ce podcast, en fait, Olivier Andrieux a sorti ce matin la formation qu'on a fait pour lui en vidéo enregistrée, par exemple, qui est une formation moteur de recherche, et pour le SEO, donc, qui n'est pas la masterclass, mais qui est sur des thématiques qui sont proches. Ça fait aussi partie de notre stratégie de diversification par rapport à justement la situation actuelle où il faut être plus dynamique sur certaines choses en formation, on va dire ça comme ça. Oui, j'ai vu, c'était la formation sur l'algorithmie, C'est ça. il me semble. Tout à fait. Alors, parlons un peu entrepreneuriat. Mhm. Donc tout à l'heure, tu as expliqué comment tu as démarré, on va dire. Et quels sont tes objectifs long terme ou quelles sont tes peut-être motivations ou qu'est-ce que tu... Parce que là, un format familial, ça te limitera, entre guillemets, au bout d'un moment, on va dire, en termes de peut-être de salariés ou de taille, puisque peut-être que tu souhaites rester sur ce format-là. Quels sont tes objectifs long terme? Alors en fait, il y a deux sociétés, il y a l'X-Lab et il y a Babar. Et donc les deux objectifs long terme ne sont pas forcément les mêmes pour les sociétés. Alors, ce qui ne sont pas après forcément mes objectifs à moi, il faut différencier les deux. Mais Oui. Babar, c'est la start-up un petit peu standard. L'objectif, c'est d'avoir des salariés. De toute façon, c'est un genre de business où il faut des salariés, tout ça, plutôt international. Donc là, on est plus sur quelque chose de faire une belle société qui va croître, qui va prendre de la valeur, qui va avoir un très beau produit. Est-ce que moi, j'y serai toute ma vie? Je ne sais pas. Enfin, voilà, ça, c'est un autre problème. Par contre, si on repart sur les X-Lab, là, on est donc sur quelque chose de plus familial, dont l'objectif annoncé entre nous, mais même globalement depuis toujours, je pense, c'est d'être une forme de vrai laboratoire de R&D et aussi de la formation. Donc, un petit peu ce qui est pour moi le monde universitaire idéal, où on fait de la recherche, on fait, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir suffisamment de revenus au niveau de la société pour pouvoir travailler, chacun à son rythme, sur les projets qui nous intéressent, sans avoir la contrainte toujours de devoir boucler les fins de mois pour atteindre le point mort de la société, quoi. Oui, ou alors d'aller chercher du financement. C'est ça. Et donc, l'objectif, c'est ça. Et c'est vrai que de rentrer dans une démarche, nous, avec des outils en SaaS, Your Tax Guru et la suite sémantique, les formations qui vont être en partie enregistrées, tout ça, ça fait partie de cet objectif-là. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent à rien faire. Ça ne m'intéresse pas et je serais incapable de rien faire de toute façon. Mais l'objectif, c'est de réussir à sécuriser un revenu qui permet de vivre
tout à fait bien, mais pas de devenir richissime forcément, mais de sécuriser ce revenu suffisamment, sur le très long terme pour pouvoir travailler sur ce qu'on a envie de faire. Oui, de faire de la R&D ou autre chose, hein. Oui, oui, si quelqu'un, veut écrire un livre, ça fait partie, voilà, il y a aucun souci. Chacun peut avoir son objectif, comme ça de vie. Moi, c'est plutôt des choses qui sont liées à des projets scientifiques, mais voilà, chacun peut avoir son propre projet. C'est très drôle parce que moi, l'une de mes motivations, c'est aussi d'avoir une sécurité financière et de pouvoir écrire mon livre. Ça a été l'une de mes motivations premières. Et quand je vois, parce que j'ai participé à, tu sais, au livre qu'a pu sortir Lucie, Ouais, et ça me rappelle un peu moi mon cheminement qui était de dire bah ok, je vais entreprendre pour faire ce que j'aime finalement. c'est ça, ouais. Ah oui, bah, il faut quand même se motiver. C'est du boulot, entreprendre, c'est pas facile, c'est du stress. Si on n'a pas une vraie motivation derrière, c'est dur, hein. Et vis-à-vis de tous ces projets, Mmh. est-ce que tu en as d'autres en tête ou voilà, tu vas voir au fur et à mesure 2021, 2022? Ouais, là, je crois que là, on est dans un moment nous, où on développe, 2-3 gros projets, donc pour l'instant, on va s'arrêter Oui, là. oui, oui. On Notamment Babar, est qui est un très 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 gros projet pour le coup. Babar, c'est un très, très gros Mm. projet. On est en train de faire enfin voilà, on est dans le process de levée de fonds. Mhm. Par exemple, c'est vrai que Babar, et globalement, les outils qu'on a actuellement, le nombre d'outils, ils sont stabilisés et ils vont s'enrichir. Et notamment Babar, par exemple, va avoir des fonctionnalités au fur et à mesure. Là, je peux pas dire lesquelles parce que c'est quand même compliqué d'annoncer c'est très stratégique, mais Oui, il va avoir oui. des fonctionnalités pour certaines qui sont vraiment, qui n'existent nulle part ailleurs et Mhm. qui vont être, je pense, des belles surprises pour les SEO, hein, en termes de use case. Et donc là, on va vraiment avoir des choses conséquentes, mais des nouveaux projets pour l'instant. Même s'il y a des choses, je me dis peut-être dans 10 ans, j'ai envie de faire, il y a rien qui. Là, on est vraiment sur le moment présent, Mhm. faire les projets qu'on a prévu de faire et tout, parce que pour beaucoup, ils sont embryonnaires en fait. Et donc, là, c'est pas le moment de la dispersion en fait. Focus, ça c'est vraiment le Exactement. maître mot. Moi c'est vraiment le truc c'est mon leitmotiv. Focus, 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 parce que sinon tu as des idées partout tout le temps Ouais. et tu te Bah, perds finalement. ça n'empêche pas de noter les idées, hein. Moi, j'ai un cahier, Ah je oui. note toutes mes idées, mais peut-être que c'est que dans quelques années que je le réouvrirai, quoi. Depuis tout à l'heure, on parle de Babar. Est-ce que Mhm. tu peux nous en dire un peu plus à tous nos auditeurs? Qu'est-ce que Ouais, c'est? Comment ça fonctionne? Quel est son intérêt finalement? Et son avantage, ses avantages? tout à fait. En fait, Babar, ça vient d'un constat. Donc, nous, on fait du SEO depuis quand même vraiment très longtemps, hein, depuis tout petit peu après les années 2000, grosso modo. Enfin, on a commencé, je sais pas, 2001 ou 2002, 2001, je pense, à peu près. Et, au fur et à mesure du temps, le moteur a musclé ses algos, est devenu de plus en plus difficile à manipuler, hein, même si aujourd'hui les gens ont peut-être le sentiment qu'ils y arrivent facilement, mais en vérité c'est beaucoup plus difficile que ça n'a pu l'être. Et on a été de plus en plus assisté par des outils, parmi tous ces outils, il y a ceux qui sont sur le nerf de la guerre qui est le linking, parce que alors ça va te faire plaisir que je dise ça, probablement Jackie, mais c'est vrai que le linking reste le signal le plus important pour le moteur actuellement. Et On est tout l'analyse à du fait linking, c'est d'accord. ah, ça à la bonne heure. Mais le linking, c'est pas, voilà, à analyser, c'est quelque chose d'assez subtil finalement. Et il y a des outils qui existent, mais qui sont de mon point de vue, et c'est pour ça qu'on a créé Babar, assez pauvres en fait. Moi, en tant que professionnel du SEO, je ne trouvais pas dans les outils existants sur le marché mon compte en fait. Et donc on a décidé à un moment donné, parce que l'opportunité s'est faite avec les rencontres avec des gens qui avaient des technos de crawl, etc., qui étaient incroyables. Et puis, il y avait des algos intéressants de notre côté. Et puis, on avait le temps pour le faire. On a décidé de faire un premier prototype. Puis, ça fonctionnait bien. Donc, on a décidé de lancer Babar. Et donc, il y a un outil qui, dans sa première version, son principal objectif, c'est d'analyser le graphe du web pour quantifier la popularité, le niveau de confiance, la popularité sémantique, l'autorité des pages, etc., etc. Donc tout ce qui va être lié au linking. De fait, comme on a aussi sous le coude des technos sémantiques extrêmement puissantes, eh bien, on peut faire aussi de l'analyse. Alors, ça permet de faire du PageRank sémantique, etc., mais ça permet aussi de faire de l'analyse avec, par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle le Spot Finder qui permet, voilà, on rentre un texte et ça nous dit quels sont les meilleurs endroits du web où on peut trouver des liens qui vont correspondre sémantiquement au texte en question. Ça fait aussi de l'assistance au linking. Donc, on est vraiment sur un outil qui, pour l'instant, est concentré là-dessus. Sur le plus long terme, il fera beaucoup plus et notre objectif, c'est d'avoir un outil SEO
360, on pourrait dire, mais enfin Mhm. d'adresser absolument tous les sujets du SEO, toutes les verticales. Mais pour l'instant, on est vraiment focus sur le linking avec cet outil. Après, Babar, c'est d'abord un crawler web. On a un index actuellement de 350 milliards de pages, je pense, à peu près au moment où je suis en train de parler. Et d'ici un mois ou deux, on sera probablement à 500. Et puis, on va essayer d'atteindre 1000-1500. Et puis après, je pense qu'on aura une pause, puisque à partir de 1000-1500, on est le plus gros acteur dans le circuit en termes de volumétrie. C'est énorme. Oui, oui, c'est pas mal. Ouais. Et ce qui nous différencie des autres outils, d'abord, c'est qu'on a des métriques qui n'existent nulle part ailleurs. Le PageRank sémantique, ce qu'on appelle la semantic value, Mhm. ce Spot Finder, ce qu'on appelle le Babar Authority Score, qui est un score d'autorité agrégée. Tout ça, ce sont des choses qui n'existent pas ailleurs. On a une métrique qui s'appelle la force induite, qui permet de quantifier la valeur hypothétique d'un lien qu'on souhaiterait faire entre deux pages, quand il n'existe pas et qu'on doit décider s'il est intéressant ou pas. Ça nous dit combien il vaudrait s'il existait sur le web. Et puis ensuite, je pense que pour les métriques qui sont communes à d'autres outils, je pense notamment, on a une métrique de popularité assez standard qui existe chez Majestic, par exemple, sous le nom de CF, où on a une métrique qu'on appelle chez nous la trust value, donc je vous laisse deviner l'analogue ailleurs. Ce sont des métriques que je pense on calcule mieux que les autres pour plein de raisons techniques que je pourrais commencer à expliquer, mais notamment la vraie raison, c'est que nous, on calcule les métriques au niveau des pages et pas des sites ou des domaines, et que c'est après qu'on transpose l'information au site ou au domaine si les gens le souhaitent. Donc on fait exactement ce que fait le moteur, et pas un espèce de calcul qui approxime ce que fait le moteur. Donc, ce qui est différent, nous, en fait, grosso modo, on fait tourner un micro-moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui ne fait pas tout ce que fait un moteur standard, juste pour fournir de l'information, qui est de l'information surtout B2B, il ne faut pas se mentir, puisque nos premiers clients, c'est quand même les gens qui sont des professionnels du web, puisque je doute qu'un amateur particulier qui a un petit site web réussisse à forcément bien utiliser toute la richesse d'un outil comme ça. On va Donc, revenir sur une. ouais. Excuse-moi. On va revenir sur une Non, petite vas-y. fonctionnalité, la force induite. Ouais. Tout à l'heure, tu en Oui. as parlé rapidement. Ouais. Et c'est vrai que c'est vachement utile lorsque tu souhaites acheter un lien. Mm. Tu te demandes est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était ok, on achète et puis on voit. C'est ça. Là, en fait, avant de dépenser ton budget, tu testes et tu te dis voilà, probablement, je vais gagner de temps. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Est-ce que ça Mm. vaut le coup de mettre tant d'argent ou pas dans un lien? Et là, honnêtement, nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Du coup, on a un abonnement chez vous. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, en fait. Oui, mais ce qui est intéressant quand les gens utilisent la force induite pour la première fois, c'est que la plupart des gens ont l'habitude de manipuler une métrique absolue. Il y en a partout ailleurs, mais nous aussi, on en a un. Quand on prend par exemple ce qu'on appelle donc le host value, par exemple, qui est au niveau du host, donc du sous-domaine, la valeur de popularité, donc l'analogue du CF pour le coup, les gens disent, voilà, j'ai une valeur de, je sais pas, 80, mon lien vaut 80. Mais c'est pas vrai en fait. Le lien, il ne vaut pas 80. La valeur maximum du lien, c'est 80. Mais ce que calcule la force induite, c'est tous les amortissements qui sont dus au niveau de confiance, à la proximité sémantique, etc. Et comme ça agrège toute l'information, ça donne un score unique d'un seul coup. Quand on utilise un autre outil, ce qu'il faut, c'est de dire le lien vaut 80, mais je vois que la thématique, c'est ça, je vois que la confiance, elle a une autre valeur, etc. Donc en fait, je sens que je vais avoir pas tout à fait ce que je pensais avoir. Là, on est capable de dire ce que tu vas avoir, c'est pas 80, c'est 70, c'est 72, etc. Et donc ça donne vraiment beaucoup, c'est une aide à la décision extrêmement fine en fait. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de netlinking, pas forcément dans sa thématique, dans des thématiques qu'il ne maîtrise pas tout à fait, par exemple, je pense que c'est vraiment une aide précieuse. On va revenir un peu sur l'entrepreneuriat. Mhm. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. Notamment, j'ai une question que j'aime bien poser. C'est quel a été pour toi ton plus grand échec entrepreneurial? Oui, c'est jeudi confession alors. C'est ça. Mais oui, tout à fait. En fait, quand j'ai fait ma thèse, j'ai fait une thèse de 2000 à 2003 à la fac d'Orsay, et pour comprendre, il faut que je raconte un peu l'histoire. Moi, je suis issu d'un parcours uniquement théorique. Je faisais des maths pures en fait avant de faire ma thèse d'info, donc je n'ai pas fait d'info vraiment. Et d'ailleurs, j'ai appris l'algorithmique en thèse, pas avant, ce qui peut surprendre les gens. Et pendant ma thèse, j'étais très copain avec, je suis encore avec une grosse partie de tous ces gens-là d'ailleurs, avec des gens qui étaient eux, dans le domaine du calcul parallèle et donc qui étaient des vrais geeks avec des grosses machines, etc. Et avec un copain, on a monté une boîte qui avait vocation à faire tout un tas de choses qu'on n'a jamais fait, mais qui a commencé sa vie en vendant du matériel.
Et donc j'ai été vendeur de matériel informatique pendant quelques mois en fait. Bah, ça a été un fiasco de bout en bout. Je ne savais pas vendre du matériel informatique, les marges étaient faibles et je passais beaucoup trop de temps pour faire les ventes. On a fait une mauvaise structuration de l'entreprise, ce qui fait qu'on s'est plus ou moins fâché entre associés. Voilà, j'ai La vécu tout, totale, quoi. la totale de bout en bout. Et donc, l'issue de cette période, qui n'a pas été une période, voilà, l'année, bah, on a ramé pour essayer de faire les choses. Puis, bah, à un moment donné, on dit, bah, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, il y a eu une période un petit peu dure. Et moi, je vais rendre hommage à une personne à ce moment-là. Bon, je vais rendre hommage à ma femme qui m'a beaucoup soutenu, mais au-delà de ça, il y a une personne qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, qui était le directeur de l'EPITA, donc une école d'ingénieurs en informatique, moi, j'étais en galère et tout, et qui m'a offert un poste, et ça m'a remis le pied à l'étrier pour refaire après une carrière académique, et ça qui a recommencé à partir de ce moment-là. Mais ça a été un très, très gros échec pendant. J'ai eu du mal à m'en remettre, et il m'a fallu du temps pour me dire que j'allais recommencer à faire autre chose que de la recherche et de l'enseignement. Et justement, tu remercies quelqu'un qui t'a tendu un peu la main, finalement. Ouais. J'imagine que c'est pas uniquement pour cette raison-là, mais au niveau des jeunes, notamment, ou ceux qui sont au chômage ou qui ont pas forcément les moyens, tu as toujours fait un petit geste, tu as toujours tendu un peu cette main. Bon, c'est peut-être pas un secret, mais sur les billets que du web, par exemple. Quand moi personnellement, j'avais pas forcément les moyens, et à un moment donné, tu m'as fait une belle remise, et je t'en remercie encore. Et est-ce que ça... Bon, j'imagine que ça vient pas forcément de là, mais ça y a contribué, j'imagine, toi, dans ton parcours futur, dans ta façon de faire du business. Oui, puis je pense que c'est aussi, enfin, oui, mais je trouve ça normal de quand on peut d'aider les autres si les gens sont, alors j'aide pas tout le monde, hein, attention, je suis pas l'armée du salut, et quand quelqu'un a les moyens de payer quelque chose, je m'attends plutôt à ce qu'il paye, hein, là-dessus, voilà. Mais par contre, je trouve que c'est normal, en particulier vis-à-vis des jeunes. Bon, moi, en plus, mon vrai métier, premier métier, c'est quand même l'enseignement avant Oui, c'est tout, vrai. hein, même, voilà. Et donc, je pense que c'est normal d'aider les gens à évoluer, à être des meilleures versions d'eux-mêmes, comme on dirait, pour être un peu, c'est pour faire du positivisme, je sais pas quoi, mais enfin bon, bref, tu m'as compris. Et le truc, c'est que voilà, c'est normal. Et puis, je pense qu'on a été éduqués comme ça aussi dans la famille. Et c'est vrai que enfin voilà, ça fait partie du tout. Mm. En fait, on essaye d'être C'est l'ADN, raisonnablement, quoi. voilà, on essaye d'être raisonnablement bienveillant, d'aider. Mais aussi de ne pas se faire jambonner, hein. Mais oui, oui, moi, enfin, en tout cas, moi, ça fait partie des choses. Et si d'un seul coup, j'avais une réussite incroyable, je pense que j'aiderais plus de fait parce que ça me paraît normal, quoi. En tout cas, c'est tout à ton honneur. Il ne faut pas oublier un truc, en fait, pour finir sur ce sujet-là, c'est que quelque part, il y a beaucoup de choses, on les réussit parce qu'on travaille, etc., mais aussi parce qu'on a eu de la chance, parce qu'on a fait les bonnes rencontres et tout. Et donc, c'est aussi normal de permettre aux gens d'avoir des fois cette petite chance en plus, cette rencontre, etc. Tu as participé récemment à notre event SEO Garden Party, Oui, tout à fait. C'est et vrai. tu n'avais pas beaucoup de temps pour répondre aux questions. Et non, parce que j'ai été un peu bavard. Après, tu n'avais que 5 ou 10 minutes et on a eu 39 pages de questions. Alors, D'accord. pas que pour toi, évidemment, c'est pour tous les intervenants. Mhm. Et on s'était dit qu'on pouvait, via ce podcast, répondre aux questions qui manquaient, Tout à fait. qui restaient voilà, sans réponse. Donc, on en a pris une bonne partie d'entre elles, et je vais te les poser maintenant. On va essayer d'y répondre assez rapidement. Une question qui vient de Kendox. Préconises-tu de faire des pages qui envoient des liens vers nos liens, donc façon link farm, pour faire circuler le jus? Oui, tout à fait, je le préconise. C'est dans le modèle du surfeur aléatoire, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour amplifier la popularité. Par contre, je préconise de le faire de manière subtile, hein. Il ne faut pas faire des espèces de liens réciproques, ce qu'on appelle des pages de boost par bloc de 10 000 sur chaque site. Mais en tout cas, oui, oui, je préconise de faire. Plus on fait le chemin autour de ces pages web, mieux c'est. Donc, ouais, définitivement, je dis qu'il faut faire ça. Alors pour le coup, je conseille tes masterclass pour répondre à ces questions-là. Tout à fait, ouais. Maintenant qu'elles sont, on va dire, à distance, En autant en plus, profiter. Voilà. c'est ça. Alors, autre question de Kendox. Si on fait des PBN monopage avec un seul lien contextuel sortant, ces liens sont-ils censés avoir une puissance de feu? Bah, le lien contextuel sortant, s'il est tout seul sur une seule page, il transmet la quasi-totalité de la popularité de cette page. Par contre, si le PBN en lui-même, si la page en question n'a pas une bonne popularité, on transmet 100% de pas grand-chose. Donc après, la vraie question, Mhm. c'est est-ce que ces monopages sont puissantes ou pas? Mais en tout cas, le lien en lui-même,
C'est un lien à c'est un fort puissance de transmission, mais c'est comme si on met un gros robinet sur un petit réservoir, on fait sortir très vite pas beaucoup d'eau, quoi. On a Chris qui pose une question. À mon avis, ça doit être une question en contexte avec ce que tu disais à Mm. 15h48 pendant la conférence. Ouais, tout à fait. L'idée du coup, c'est d'enlever du contenu de sa page quand on grimpe dans le top 5. Ouais, alors je sais à quoi il fait référence. Il y a un slide où il y a un graphe qui indique les corrélations entre la taille des contenus et les positions, et on s'aperçoit que les trois premiers de la SERP de mémoire ont une taille de contenu qui est significativement plus petite que le reste de la SERP. Mais par contre, c'est pas du tout l'idée d'enlever du contenu. Ce que ça montre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que pour arriver dans le top 5, bien avant, il aura fallu être bon sur les niveaux d'optimisation des contenus. Donc les 5 pages qui sont dans le top 5, et quand on se pose la question du top 3, elles ont toutes des très hauts niveaux d'optimisation. Mhm. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que ces pages qui sont très optimisées, bah, il y en a qui l'ont mieux optimisé que d'autres, avec une meilleure, on va dire, densité d'optimisation. Elles sont plus synthétiques, ces pages-là. Avec moins de mots, elles disent la même chose. Et dans ce cas-là, c'est ça qui est valorisé. Le truc, c'est que si on enlève du contenu à sa page, bah, en fait, on enlève de l'optimisation. Et donc, en fait, on replonge dans les critères qui renvoient en position 10, 15, etc. Donc, si on enlève du contenu, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on perd. Par contre, si on réoptimise et qu'on est plus synthétique, là, peut-être on peut monter. Mais ce ne sera pas ce critère-là qui sera principal dans les derniers slides de la formation, mais que Chris a donc dû voir après avoir posé la question. On voit que le top 5, top 3, c'est plus trop la sémantique qui est le principal critère, mais plutôt le linking. Alors on a Grégory qui demande à partir de quelle position devons-nous attaquer une construction en silo entre parenthèses cocon sémantique. Alors, c'est une question qui est quasiment impossible à répondre parce que tout le monde a sa propre définition de ce qu'on appelle un silo, un concours sémantique, un topic cluster, un je sais pas quoi, un cocon SEO, enfin voilà. Il y a autant de définitions qu'il y a de personnes, donc sans savoir de quelle définition on parle, c'est difficile de dire quelque chose. Ceci étant, si on parle de utiliser les bonnes pratiques liées au fait que la popularité elle est sémantique, c'est quand même ce qui fait marcher tous ces trucs-là, il n'y a pas de position, il faut le faire tout le temps. Il faut prendre en compte la contextualisation. Voilà. Après, je soupçonne, vu comment la question est tournée, que Grégory a l'idée de certaines structures très particulières. Sur là où je n'ai pas grand-chose à dire parce que moi, je pense qu'on structure son site quand on le crée ou à un moment donné, puis après, c'est cette structure qu'on fait évoluer. On ne modifie pas la structure en cours de route après, pour X ou Y raison, parce que ce que ça va faire, sinon ça va changer même le comportement des utilisateurs. Alors Yannick demande est-ce que Your Text Guru fonctionnera en anglais. Alors, là, la réponse est facile. Il fonctionne déjà en anglais depuis très très longtemps, depuis plusieurs années. Et il fonctionne en anglais d'Amérique, anglais d'Angleterre, et pour l'anglais c'est tout, mais il y a une dizaine ou une quinzaine de langues, Yannick. Voilà, faut pas hésiter. Il y a un petit drapeau à côté de la box de génération, et quand on clique dessus, on voit beaucoup de langues. Une question de Beetle SEO. Du coup, pas de prise en compte du comportement user dans le ranking. Alors là, la question, elle est, alors, la réponse est oui et non, mais parce que c'est une question de wording. Mais Google prend en compte le comportement utilisateur pour fabriquer ses classements. Ça n'est pas un signal au même titre que le linking, etc. Ce qui n'apparaît pas dans une présentation comme celle que j'ai faite, c'est, voilà, j'ai dit le signal le plus important, c'est le linking, par exemple. Mais plus important, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il fait 60% du classement, 70%, etc. Ce pourcentage, je ne peux pas le donner. Je ne peux pas le donner, pourquoi? Parce que le moteur a un pourcentage qui est différent selon les thématiques, selon les intentions, et qui va dépendre du comportement des utilisateurs dans chaque thématique et chaque intention. C'est l'algo du Learning to Rank qui fait ça, qui est le fameux algo qui existe depuis 2014-2015 dans les moteurs. Et donc, oui, le comportement utilisateur est pris en compte pour réarbitrer les signaux les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri, par exemple, que pour une thématique très particulière, qui serait très différente de celle des autres, par exemple, il y a des thématiques qui n'apparaissent pas du tout dans le dataset que j'ai utilisé, thématiques adultes et tout, elles ne sont pas dedans. On pourrait imaginer que les signaux que j'ai donnés comme étant importants sont complètement différents pour une thématique très particulière qui n'est pas dans mon dataset. Et c'est à cause du comportement utilisateur. On a Hurley qui demande est-ce que Babar prend en compte les liens des single page apps? Est-ce que Google le fait? euh, Babar prend en compte les liens à partir du moment où il est capable de les crawler.
Donc, c'est vraiment une question de comment sont faites les choses. Si, le lien est visible par notre crawler, alors, il est pris en compte, sinon c'est pas le cas. Et je pense que pour Google, c'est exactement la même réponse et je pense que Google est meilleur que nous pour trouver les contenus, faire du rendu de page et cetera. Donc je pense qu'il voit beaucoup plus de liens que nous, on est capable d'en voir. Antoine demande comment connaître l'intention d'un texte. C'est l'algo BERT qui permet de faire ça. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est pas l'intention d'un texte, c'est on apprend si un texte a la même intention qu'un autre texte référent. Donc, une requête, par exemple. Par contre, si on a un texte dont l'intention est claire pour l'être humain, genre, je sais pas, où acheter une machine à café, bah, dans ce cas-là, avec BERT, on peut savoir quels sont les textes qui correspondent à l'intention. Mais c'est BERT qui fait ça chez Google, Fast Text, chez Facebook, etc., etc. Grégory demande, il dit « Bonjour Sylvain, j'aurais une question. L'outil YourTextGuru permet-il de mettre en place un cocon sémantique propre ?» Ah oui, on a même une fonctionnalité cocon dans l'outil YourTextGuru et il y a une formation qui s'appelle Faire un cocon SEO. Et quand on est abonné YourTextGuru, on a un voucher qui représente 70% de ristourne, un truc comme ça, je crois. Voilà. Donc oui, oui, la réponse est oui, et on a tout ce qu'il faut pour le faire, c'est expliqué en détail. Christophe demande « Qu'est-ce qu'une PAA ?» Alors, une PAA, c'est une People Also Ask. Ce sont les questions que Google propose sur certaines requêtes, donc généralement au nombre de 4, qui sont les questions que les internautes se posent réellement en rapport avec l'intention qui est exprimée par la requête. Adrien demande « Est-ce que Babar permet d'analyser les sites dans toutes les langues ou bien n'est-il taillé que pour le français à l'heure actuelle ?» Alors, Babar crawl le web sans se préoccuper des langues, et donc quand on a notre outil d'analyse de langue, on reconnaît, je crois, actuellement 117 ou 120 langues. Par contre, sur la partie vraiment purement sémantique, c'est-à-dire le Spot Finder et les sites similaires, là, on est sur français, anglais, allemand seulement pour l'instant. Mahamar demande « Je remarque que les SERP sont très volatiles à partir de la position 20-30. Tu serais d'accord avec ça? En tout cas entre 20 et 30. » Alors, je pense que plus on s'éloigne des numéros, des bons numéros, plus c'est volatile, effectivement, parce qu'il y a de moins en moins de critères qui sont utilisés par le moteur. Et donc, certains critères qui sont plus dynamiques sont beaucoup plus forts. Par exemple, la sémantique est très très importante quand on est dans des positions plus profondes. Et donc, la moindre modification sémantique va tout de suite avoir un impact sur les positionnements. Alors que plus on avance, plus en fait les critères de la page en elle-même deviennent importants, et donc plus on a des choses qui sont stables. Une autre question d'Adrien. Plutôt que modifier son texte en cours de route pour l'optimiser, n'est-il pas plus judicieux de faire un nouvel article optimisé à fond pour le top 3 et ainsi éviter le déclassement lié aux transitions rank qui peut durer longtemps? Je sais pas, Lagui, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi personnellement je referai pas un texte puisque si ma page est déjà positionnée j'y touche pas. C'est ça. Ou alors je l'optimise mais justement je la remplace pas par une autre page. Ouais, moi, je pense que c'est toujours pareil. Si on modifie un texte qui est 25e, bah, entre modifier un texte qui est 25e ou refaire un texte, je pense qu'il n'y a pas. Voilà, pour le coup, Autant tout vient modifier le comme on texte qui est veut. 25e quoi. Voilà, mais si on a une page qui est 6e ou 7e, il faut la modifier parce qu'elle est déjà super bien rankée en fait. Mais tiens, je vais en profiter pour dire un truc. On reçoit énormément de messages dans le support YourTextGuru, des gens qui disent ah, je comprends pas ma page, je vois pas bien ce qu'il faut faire pour l'optimiser. Puis ils nous envoient la SERP, ils sont déjà premier ou deuxième. Quand on est premier ou deuxième, surtout, on modifie pas son texte. Si on est deuxième, on fait des liens. Si on a vraiment un danger SEO qui est crapuleux, peut-être on diminue un peu trop le risque, mais surtout, si on est premier, on fait juste rien du tout. Ça n'a C'est aucun ça, sens. tout à fait. Et si on est deuxième, on se pose sacrément des questions sur ce qu'on fait, mais on ne modifie pas les contenus, parce que Google met quand même en avant des contenus. Quand on est deuxième, c'est que le contenu est considéré comme très bien. Voilà. Faut pas... Ouais, je préfère le dire. Voilà. On a une dernière question Ouais. d'Arthur. Sur Twitter, j'ai vu que TF-IDF allait être potentiellement obsolète. Quel est ton avis? Alors, je vais d'abord répondre en un mot. Non, ça ne va pas être obsolète. En fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas bien ce qu'était FIDF, etc. J'ai un bouquin, à toutes les formations, je parle toujours du même bouquin, je l'ai sous les yeux et je triche, hein, vous ne me voyez pas, mais Recherche d'informations, applications, modèles et algorithmes par Massi Reza Amini et Éric Gossier, aux éditions Erol. Si vous regardez page 25 de ce bouquin, vous verrez, ça parle de la TF-IDF d'origine, et la TF-IDF d'origine, c'est 12 à 15 formules différentes. Donc déjà, la TF-IDF, ça ne veut rien dire. C'est un principe qui consiste à dire, je prends l'information de fréquence d'un mot et je prends les fréquences dans un corpus.
Donc c'est un principe plus qu'une formule. Souvent, les gens parlent de BM25, c'est une évolution de TF-IDF en fait. Donc c'est un raffinement. Donc en fait, BM25, c'est TF-IDF en Mhm. vérité. Les gens parlent beaucoup de DeepCT en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils disent que TF-IDF ne va plus exister. DeepCT, si vous lisez l'article scientifique, ça dit dans l'introduction que DeepCT, c'est une nouvelle version de la TF-IDF. Donc la TF-IDF, elle n'est pas obsolète, c'est au fur et à mesure, ça évolue, mais toujours, tant qu'on est dans de l'informatique avec des vecteurs et où on compte les choses, on aura toujours de la fréquence de mots qui vont être utilisés d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on utilise la formule de la TF-IDF des années 62 ou 70? La réponse est non. Certains l'utilisent pour certains outils d'optimisation et tout, mais la réponse est non. Les moteurs n'utilisent plus ça depuis longtemps, mais les concepts restent globalement les mêmes. Ce qui a été rajouté en plus, par contre, ce sont les outils comme BERT qui, eux, font de l'analyse de contexte et qui permettent d'enrichir cette information. Et notamment, par exemple, les gens se posent beaucoup la question, mais nous, on a de la sémantique dans Your Text Guru, c'est de la sémantique d'optimisation. Il y a de la sémantique dans Babar, c'est plutôt de la sémantique d'intention, ou vraiment de la sémantique telle qu'on l'entend dans les choses plus modernes. Dans les deux cas, c'est des vecteurs de contexte modernes, mais dans un cas, c'est pour l'optimisation, dans l'autre cas, c'est plus pour l'intention, par exemple. Et donc, il faut pas... voilà, il y a plusieurs choses qui vont en collision. D'ailleurs, dans l'exposé que j'avais fait pour ton event, il y avait... j'ai parlé de BERT un petit peu. Le problème, c'est que pour BERT, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos sur... voilà, c'est trop récent pour qu'on soit capable de dire vraiment grand-chose. Aujourd'hui, on n'est pas assez à travailler dessus pour se rendre compte de l'effet que ça a, par exemple. Pour conclure la session de questions-réponses justement de cet exposé, moi j'aurais une question. Vas-y. Si tu avais un seul tips à donner en SEO, lequel ce serait? Un seul tips? Waouh. J'ai le droit à 2 tips? Vas-y. Plus on en a, mieux c'est au final. Non, c'est terrible ce que je veux dire, mais le plus gros tip, ce qu'il faut faire, c'est faites des liens depuis des sites contextualisés. Ça, c'est le truc le plus important. Alors, sinon, il y a un tips peut-être plus immédiat pour ceux qui font de la rédaction de contenu. En ce moment, il y a une astuce quand même. Quand on écrit un contenu, Google est très attaché à l'intention et au PAA. Vous écrivez une intro et surtout, vous faites 4 paragraphes avec chacun qui a un sous-titre qui est une PAA et vous répondez en quelques phrases à la PAA très clairement. Après, vous pouvez mettre d'autres choses autour, etc. pour meubler, mais si vous faites ça, vous êtes sûr que vous avez une intention qui est très très proche de celle qui est attendue par le moteur. Super tips, merci beaucoup Sylvain. Ceux qui ont été à tes conférences, à Que du Web, ou justement pendant l'event Que du Web, ou à tes formations, ont pu remarquer tes clins d'œil pour les loutres. Oui, tout à fait. D'où te vient cette passion? Alors, c'est très très ancien, ça vient de l'époque de ma thèse, où à une pause où, voilà, quand on est en thèse, c'est un moment difficile psychologiquement. Des fois, on boit du noir parce qu'on n'a pas eu les bonnes idées, etc. Puis des fois, on est entre thésards. Je parle d'une époque où, c'est une autre époque maintenant. Quand j'étais en thèse à la fac d'Orsay, on avait un bureau qui avait été banalisé, qui était la salle fumeur. Donc c'était un espèce de truc où il y avait une fumée qui passait sous la porte et tout. Je passais pas mal de temps là-dedans. Et je sais pas, d'un seul coup, on s'est mis à raconter un peu tout et n'importe quoi. Et est arrivé le pari de mettre dans un exposé assez sérieux que je faisais le mot loutre. Et le mot ornithorynque d'ailleurs à l'époque. Et donc, j'ai brillamment passé la barre. L'exposé n'était pas fameux, mais en tout cas, j'avais mis le mot loutre. Et puis après, je l'ai mis partout. Et puis, c'est devenu une blague récurrente avec la personnalisation de la blague sous la forme de Bob la loutre, qui maintenant nous accompagne à peu près partout. Donc, il y a dans mes exposés, aux conférences, etc., etc. Que du web, on a fait un peu too much cette année avec une loutre géante qui faisait 2 mètres de haut. Voilà. Mais ça fait partie du truc. Ça fait parler aussi. Tout à fait. Mais certains, plus malins que nous, ont dit qu'on aurait dû mettre la marque sur la loutre, puisqu'elle s'est promenée dans le métro et tout après. Elle est même passée à la télé, je crois, grâce à Patrice Laroche. Tu proposes souvent de la lecture sur Twitter ou sur ton site web Une Belle Étoile. Admettons que c'est la fin du monde, et s'il n'y avait qu'un seul livre à sauver, lequel ce serait et pourquoi? C'est hyper dur cette question. C'est hyper dur et je vais t'en proposer plusieurs, comme ça. Vas-y. Parce que ça dépend de la fin du monde en question. Je vais commencer par des trucs qui sont... je les ai sous les yeux, mais vous ne les voyez pas. Moi, j'en ai certains sous les yeux. Moi, je suis très branché philo et sociologie, en fait. Les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, j'emmènerai forcément, je pense, tout de suite, j'aurais envie d'emmener un truc de philo.
Et moi, j'emmènerais le bouquin de Bertrand Russell. C'est une énorme anthologie sur l'histoire de la philosophie occidentale. Alors moi, j'ai que des bouquins très sérieux, hein, ça va pas faire rêver forcément tout le monde. Et donc voilà, c'est un bouquin qui passe la philo depuis les grands classiques jusqu'au monde plus moderne, hein. Bertrand Russell, il est mort, mais c'était un contemporain du XXe siècle. Donc il y a pas mal de choses là-dedans et ça remet en perspective la philosophie et l'histoire. Et je trouve que ça, c'est très très important. Voilà, donc ça c'est un bouquin que j'adore et c'est énorme. Donc si j'étais tout seul sur une île déserte, c'était la fin du monde, j'aurais un peu de temps peut-être pour lire. Et donc pourquoi pas, voilà. Après, j'ai des trucs moins drôles. Il y a un livre que je lis tous les ans. Donc je le connais littéralement par cœur. Ça choque les gens quand je le dis. Je te le montre, toi tu le vois, mais les gens ne le voient pas. C'est Primo Levi, si c'est un homme, donc où il raconte sa vie dans les camps de concentration. C'est un truc que je lis depuis que je suis jeune pour me souvenir de ce que peuvent être les gens. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi un truc qui est important, une forme de devoir de mémoire là-dessus. Et je suis beaucoup branché sur les trucs de jeunesse. Dans les autres bouquins que je conseille toujours, c'est Kawabata. Il y en a plein. Moi, je suis fan euh, du Maître ou le tournoi de Go pour le truc et de Tristesse et Beauté, donc qui sont deux de ces bouquins que j'adore. Là, il y a plus une histoire. Moi, je connais ma femme depuis le lycée. Et elle dirige des musées, donc elle est très branchée plus sur cette partie histoire, littérature, etc. Et donc on a des lectures qu'on s'est offert, etc. Et ça, c'est un bouquin qu'elle m'a offert à l'époque, par exemple, et qui pour moi compte beaucoup. Puis après, vraiment, si on veut rigoler 5 minutes, là, je fais plutôt des livres complètement différents. Donc, Jacques, il les voit, pas vous qui m'écoutez, mais c'est Randomized Algorithm et Communication Complexity. Ce sont les livres qui ont changé ma vie. Moi, je faisais des maths pures. Je pensais que l'informatique, c'était un truc un peu pour s'amuser. Et donc, j'ai lu ces bouquins d'informatique théorique en début de thèse et ça a tout changé. J'étais parti pour faire de la logique mathématique comme carrière et je suis devenu spécialiste des algorithmes aléatoires uniquement parce que j'ai lu Randomized Algorithm, un bouquin qui ne va pas vous parler, mais dans les auteurs, il y a un auteur qui s'appelle Prabhakar Raghavan, que maintenant vous devez tous connaître si vous êtes SEO, puisque c'est le nouveau chef de absolument tout chez Google. Donc voilà, ça c'est plus des bouquins. Alors c'est très technique, hein. Si quelqu'un qui m'écoute a envie de le lire, si vous y connaissez pas un peu en maths et en info, juste il faut passer votre chemin. Mais ce sont les bouquins que je conseille. S'il y en avait vraiment qu'un seul que je devais emmener, j'emmènerais Tristesse et Beauté de Kawabata, parce que c'est pour moi un livre très très important d'un point de vue personnel. Voilà. Tu as des auteurs préférés comme ça? Ah, de ceux de l'époque de ma jeunesse, oui, il y en a plein. Mais c'est des grands classiques, mais voilà, Stefan Zweig, je pense c'est un grand classique chez les jeunes adultes à une époque, et moi j'en garde un très bon souvenir. J'ai toujours été un fan de Malraux, toujours ce truc qui surprend, mais voilà. Et de Hermann Hesse, et en particulier son bouquin Siddhartha. Il y en a un autre, c'est Demian, qui est très bien, mais c'est un prix Nobel de littérature, c'est des livres voilà, qui sont des grands classiques que j'ai beaucoup appréciés. Dans les plus modernes, je ne suis pas très moderne en fait dans le fond sur tout ça, mais il y a certains auteurs que j'aime beaucoup, mais des gens comme Anne-Émilie Nothomb qui de temps en temps sort un bon bouquin, même si je ne suis pas fan de tout. Elle en sort beaucoup trop pour qu'ils soient tous bons, je trouve, mais voilà, c'est des bouquins que j'adore lire. Et puis j'ai un péché mignon en littérature, mais mais je vais le dire quand même, j'adore lire les bouquins de Warhammer 40 000. Ah, De la énorme. science-fiction pas terrible, mais c'est vraiment un truc, je lis ça pour m'endormir en fait, et je trouve ça fantastique. Ils en sortent un toutes les 2 semaines, donc c'est parfait. Ouais, donc c'est vraiment un truc que j'adore. Mais c'est nul de bout en bout, vraiment ça me plaît. Voilà. C'est incroyable. Donc voilà pour ça. Mais après, oui, des auteurs que j'aime bien, il y en a plein parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Les gens qui sont venus chez moi ont déjà vu, mais j'ai des milliers de livres. Donc voilà. On a préparé un quiz pour toi Ouais, allons-y. d'environ 8 ou 9 questions Ok. et tu auras 1 seconde pour répondre à chaque fois. Donc, par exemple, je vais te dire entre SEO et SEA, tu vas me SEO. dire SEO ou SEA. Voilà, tu vas me dire SEO. Ouais. Donc c'est ce type de question. Ok, Tu es prêt? je suis prêt. Plutôt on-site ou off-site? Off-site, Plutôt musique classique ou électro? électro. Plutôt Diablo ou Monkey Island? Ah, c'est dur. Monkey Island, j'ai la boîte sur mon étagère. Voilà. Plutôt analyse de log ou balise meta keyword? Analyse de log quand même. Ouais. Alors whisky, plutôt Roselier ou Nika? Nika. Crypto-monnaie ou immobilier? Plus aucun maintenant, mais IMO.
1000 euros tout de suite ou 10 000 euros dans un an? 10 000 euros. Babar ou Majestic? Ah bah. Dernière question. On sait que tu ranks top 1 sur Google, mais sur Fortnite, tu es plutôt top 1 ou top 10? Ouais, top 10 plutôt, on va pas mentir. Dernier mot pour la fin. Mon dernier mot, c'est de... ça va être bisounours, ce que je vais dire, c'est un truc de fou. Je m'en excuse d'avance, mais voilà, là, on fait un podcast on est bientôt à la fin de ce deuxième confinement, etc. Période qui a été dure pour tout le monde. Moi, j'engage les gens à prendre du temps pour réfléchir sur eux-mêmes, pour certains, et pour repartir vraiment fort sur la nouvelle année qui va être difficile. Il faut rattraper beaucoup de retard, etc. Et je souhaite à tout le monde le meilleur pour ça. On a une année qui est difficile. Il y a eu beaucoup de tensions, y compris dans le milieu du SEO, d'ailleurs, entre les gens, à cause de la situation actuelle. Je pense que c'est bien de pas oublier finalement qu'en fait, on est des gens qui sont censés s'apprécier et tout, et qu'il faut travailler ensemble. S'entraider lorsqu'on peut. Exactement. Ouais, Comme tout tu à as fait. proposé, notamment des services entre SEO, sans notamment payer. C'est un échange de bons procédés, quoi. Moi, j'ai dit qu'on pouvait le faire. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais voilà. Et puis maintenant, il faut faire rentrer des sous, donc il va falloir acheter les services des autres aussi. Mais bon, C'est vrai. c'est ça. Voilà. Bon, merci encore Sylvain d'avoir accepté C'est de moi. participer. C'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci Et beaucoup. j'espère qu'on te retrouvera lors de nos prochains events. Alors si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et liker ou mettre 5 étoiles. Merci et à bientôt.